Bonjour Geneviève Ouizac. Bonjour. Vous êtes éditeur ou éditeureux ou éditrice? En général, je dis éditrice. Éditrice. Oui, bah oui. Bon, très bien. Vous êtes éditrice, donc responsable des collections Mouche, Neuf, Médium, Oui. qui concernent les enfants de quel âge à quel âge? La collection Mouche, c'est les enfants les premières lectures, hein, donc c'est entre 7 et 9 ans. La collection Neuf, c'est entre 8 et 11, et la collection Médium entre 11 et 16, disons. On dit que les adolescents lisent de moins en moins. Est-ce que c'est une idée un peu vraie ou complètement fausse? Je sais pas, est-ce que les adultes lisent de moins en moins? Est-ce que c'est une idée un peu vraie ou complètement fausse? Je pense qu'il y a un mouvement de société qui amène les gens à d'autres loisirs que les livres, que ce soit le jeu vidéo ou la télé, c'est sûr. Que ça concerne largement autant les adultes que les adolescents. Je pense que de ce point de vue-là, statistiquement, il est probable que les adolescents sont plutôt lisent plus même que les adultes. On rencontre énormément d'adultes qui n'ouvrent jamais un livre. Et je pense que la population de gens qui sont passionnés par les livres reste constante, sinon en progrès. Et il me semble plutôt que à mesure où il y a plus de propositions de livres qui peuvent les intéresser, il y a beaucoup d'adolescents qui n'auraient pas lu et qui lisent parce que voilà, ils tombent sur des livres qui les touchent ou qui les intéressent. Vous dites que la seule différence entre un roman pour un roman jeunesse et un roman pour adultes, c'est que le narrateur a à peu près l'âge de l'enfant, dans 70% des cas. Est-ce que c'est vraiment la seule différence ou est-ce que vous en relevez d'autres? C'est assez difficile à dire en fait. Si on parle du roman pour adolescents, c'est assez impalpable. Vous savez, Virginia Woolf disait qu'un roman, c'est n'importe quoi entre le poème, le poème en prose, disons, de Baudelaire, et le roman historique documentaire. Et tout ce qui est entre les deux, c'est du roman. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un roman pour adolescents, c'est n'importe quoi, qui met en scène plutôt les adolescents, mais qui est écrit dans un langage accessible. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de favoriser l'existence d'un roman contemporain, littéraire et pour adolescents. Il y avait toujours les trois termes: contemporain, donc écrit par des écrivains d'aujourd'hui, littéraire, qui soit vraiment de littérature, et qui concerne des adolescents. Voilà, donc ça, c'est les trois termes qui, moi, me concernent. Après, j'y réussis peut-être pas tout le temps, mais c'est ça que j'essaie de faire. Alors, vous dites que dans un bon livre, on parle d'amour, de mort et de politique. C'est les trois sujets qui intéressent tout le monde. Oui, mais la politique dans quel sens, par exemple, pour les adolescents? La politique dans tous les sens, ce qui arrive dans la cité, qu'est-ce qui fait les relations entre les êtres humains, qu'est-ce qui régit leur vivre ensemble, la politique au sens de... Sa place dans le monde. La cité, oui, bien sûr. La cité. Oui. Et ça, c'est vraiment un thème fondamental pour les adolescents et qui vraiment les accroche. Ah oui, oui. La Deuxième Guerre mondiale, les conflits entre les guerres, la pauvreté, la misère, le Nord et le Sud, pourquoi est-ce que certains sont pauvres et d'autres sont riches, pourquoi l'esclavage, pourquoi l'oppression des femmes. Pourquoi, les grands pourquoi. Les grands pourquoi et la mort, alors au sens, l'amour et la mort au sens général, oui. Les romans pour adolescents, quand j'ai commencé à m'y intéresser, à essayer de les faire lire à mes élèves de collège, ne parlaient ni de mort, ni d'amour, ni de politique. Donc je n'étais guère étonnée qu'ils n'intéressent personne, vu qu'ils ne parlaient de rien de tout ça. Ils parlaient d'amitié, de promenade dans la forêt, de fraternité de scouts, et de comment il faut être gentil avec ses parents. Ça intéresse personne. D'accord. Surtout les promenades. À quoi jugez-vous qu'un manuscrit fera un bon livre, en dehors du critère qu'on vient d'établir? C'est vraiment quelque chose d'intuitif. On ne peut pas complètement, de même qu'on ne peut pas complètement rationaliser les raisons qui font qu'une personne est intéressante ou qu'elle vous plaît. Tout à fait. Donc un bon livre, c'est un bon manuscrit, c'est un manuscrit sur lequel vous jetez les yeux, vous le recevez par la poste, vous ouvrez l'enveloppe, vous le sortez, vous avez autre chose à faire, vous commencez à le lire et vous vous apercevez 1 heure plus tard que vous êtes toujours en train de le lire. Ça, c'est un bon manuscrit.
D'accord. Et qu'entre-temps, vous avez ri, vous avez été ému, vous avez eu le cœur qui battait un petit peu, et surtout, vous avez voulu savoir ce qui se passait après. Donc Oui. ça, c'est tenu par l'écriture. Oui, justement, qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exigeante vraisemblablement sur l'écriture. Qu'est-ce qu'un livre bien écrit? C'est un livre où on ne se dit pas tous ces mots pour rien. Tous ces mots les uns au bout des autres. Et il m'est arrivé pendant des semaines entières de lire des manuscrits et à la fin de la semaine d'être profondément déprimée et de me dire mais qu'est-ce que J'ai perdu j'aime mon plus temps. ça. Non, j'aime plus ça. Plus ça. J'aime plus ça. Je n'aime plus lire, ça ne m'intéresse pas. Et puis je tombais à ce moment-là sur un manuscrit où la vie passait, un manuscrit où il y avait de la littérature. Et là, brusquement, je me disais, mais bien sûr que j'aime ça. C'est juste que tout ce que je viens de lire, c'était des pages et des pages, mais pas de livre. Mais alors peut-être que c'est la même chose pour les adolescents, c'est-à-dire qu'ils se disent j'aime pas lire. Oui, bien sûr. Donc c'est une affaire de rencontre, de bons livres oui, à leur proposer. Oui. Est-ce que ce serait la force émotionnelle d'un livre qui se dégage d'un livre qui en ferait la qualité? Ben, ça joue. Enfin, la force émotionnelle, c'est la résultante, pour être scientifique, de la qualité littéraire, Voilà, de la tension du sujet et de la force de l'écrivain. Alors je vais vous poser une question peut-être un peu naïve, voire idiote, mais est-ce qu'il y a des histoires de filles et des histoires de garçons, ou bien l'humain est l'humain? Non, il y a des tendances sociologiques. Les filles qui lisent ont l'habitude de s'identifier aux personnages masculins parce que si elles devaient attendre de s'identifier aux personnages féminins valorisants, elles ne liraient pas. Les garçons ont l'habitude de s'identifier à Don Juan, à Don Quichotte, au Comte de Monte Cristo, à D'Artagnan, à Porthos et Athos et Aramis, et ça ne leur pose pas de problème puisque ils sont des garçons. En revanche, si on leur demande de s'identifier à un personnage féminin, ce qui leur arrive jamais, mais je ne vais pas m'identifier, c'est une fille, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, oui. Et donc, les garçons ne sont pas habitués à s'identifier à des personnages féminins. Je pense que ça change. C'est en train de changer. Oui, mais c'est pas rapide. Oui. Donc en effet, il y a bien des histoires de filles et bien des histoires de garçons encore, mais c'est seulement un phénomène culturel. Ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Et c'est pourquoi beaucoup d'éditeurs préfèrent publier des livres avec des héros masculins. Oui. Parce qu'ils se disent, si on adopte d'un point de vue de marketing, on dit, je prends un garçon, tout le monde lira, je prends une fille, je perds la moitié. Alors, ce qui va contre cela, c'est qu'il y a beaucoup plus de lectrices. Oui. Donc, on peut quand même trouver des héroïnes. Et vous, ce n'est pas du tout un critère? Non, parce que je n'ai aucun critère de marketing. D'accord. Très bien. Comment savez-vous qu'un roman pour la jeunesse n'est pas pour la jeunesse, c'est plutôt pour les adultes? Quand dites-vous, c'est pas pour moi? C'est difficile à dire, je le sais en fait. Soit l'écriture est vraiment trop compliquée, le côté vraiment adulte aussi de l'auteur, profondément pas du tout enfantin ou pas du tout adolescent, et puis le sujet, les préoccupations d'un homme de 45 ans, amer et s'interrogeant sur la place de l'homme, le destin amoureux d'un homme de 45 ans. Oui. Ne peut pas concerner les enfants. Je pense que ce n'est pas une préoccupation première d'un adolescent. Oui. Il y a aussi peut-être une différence de vécu, peut-être un manque d'expérience qui peut faire que oui, mais les ennuyer. C'est vrai, mais c'est vrai pour toute la littérature classique. C'est-à-dire qu'on étudie la littérature classique au collège et au lycée, enfin surtout au lycée, et tout ce qu'on lit au lycée, de Baudelaire à Montaigne, en passant par Stendhal, ou quand on lit La Chartreuse de Parme à 16 ans ou 17 ans, on ne comprend pas le 15e de ce que raconte Stendhal. Quand on lit la recherche, c'est surtout que même si on aime ça, même si on est un bon lecteur, quand on lit la recherche à 17 ans, ce qui était mon cas, ou 18 ans, ça vaut la peine de recommencer après parce qu'on perd beaucoup de ce qu'on a lu. Comment devenir un auteur de l'école des loisirs, un de vos auteurs? Tout le monde, beaucoup d'écrivains en rêvent évidemment. Ça peut se faire par la poste. Oui, c'est ce qui se passe en général. Ah, c'est en général par la poste? Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Ah oui, principalement. On pourrait donner une longue liste d'auteurs que j'ai publiés, de Malika Ferjouk, Audreyne, Audreyne, bien sûr, Thomas Lavacherie,
Christian Lehmann, Oui. enfin, ils sont Nathalie Kuperman, enfin, ils sont innombrables les auteurs Juste en que j'ai envoyant leur reçus. manuscrit, voilà, Oui, qui va bien donner sûr. beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Alors, vous êtes auteur, éditeur, normalienne, agrégé de lettres modernes. Vous avez la passion de la littérature. Vous dites aussi que vous avez une dette envers les livres. Expliquez-nous ça. Oui, je pense que quand on traverse des moments difficiles, à l'adolescence en particulier, et je pense que quand on a 13, 14 ans ou 15 ans, tout le monde traverse des moments compliqués, enfin, la fameuse mue du homard chère à Françoise Dolto. Donc je pense qu'entre 13 et 15 ans, beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens traversent des moments difficiles. Ça peut être des conflits avec les parents, des problèmes familiaux. En général, la puberté, c'est le fameux... Enfin, il faut changer de peau, hein, c'est le fameux complexe du homard de Françoise Dolto. Donc les livres, à ce moment-là, peuvent vraiment vous aider à comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, que ce qui vous arrive est arrivé à d'autres, ou que dans votre unicité ou particularité ou exceptionnalité, les mots, vous pouvez trouver les mots pour nommer ce qui vous arrive. Ce qui est en fait le problème principal des douleurs psychiques de l'enfance et de l'adolescence, c'est d'arriver à nommer ce qui vous arrive. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais vous pensez qu'une fois qu'on arrive à nommer, la douleur est moins vive? Oui, bien sûr. Ah oui, donc l'intérêt presque vital des livres pour donner les les enfants, mots. de donner les mots. Oui, je pense. Il y a une très jolie tradition juive qui dit la chose suivante. Quand vous avez un malheur ou une maladie, vous prenez le mot de ce malheur ou de cette maladie. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire rougeole. Prenons un exemple anodin. Voilà. Donc vous avez la rougeole. Et alors vous allez écrire ce mot rougeole. Et ensuite vous allez enlever une lettre et vous allez écrire oujole. Et après vous allez le réécrire en enlevant encore une lettre, ujole. Et puis encore une lettre, jôle. Ce qui aura un autre sens. Vous enlèverez le G, ça donnera éole. Le E, ça donnera ol. Le et E. Et puis quand vous enlèverez la dernière lettre, la dernière ligne, vous aurez fait disparaître le mal. J'aime énormément cette magie-là. Et je trouve que la littérature procède un peu de cela. C'est-à-dire que vous allez, en dépliant, en racontant, en élucidant le chagrin, la douleur ou l'histoire, eh bien, elle va s'envoler, vous allez vous sentir plus léger. Il y a même les thérapies qui proposent ça. Voilà. Très bien, c'est une jolie... Donc, diriez-vous que vous avez été guérie, enfin je ne sais pas si vous étiez malade, mais sauvée par les livres? Si, j'avais une très profonde dépression. Et j'étais à la clinique, dans une clinique psychiatrique, et je me souviens qu'il y avait une espèce de table roulante. Il y avait une bibliothèque de l'hôpital, hein, et donc sur la table roulante, il y avait un catalogue, on pouvait choisir des livres. Et j'étais assez jeune, hein, et donc je choisissais et je me disais, et j'avais jamais assez, je me disais, vite, vite, j'espère que c'est aujourd'hui que la table roulante de livres vient et je vais pouvoir en reprendre et je m'évadais dans ces livres et vraiment ça m'a redonné le goût de vivre. Ça vous a redonné le goût de vivre? Oui, je peux même donner un livre qui a beaucoup participé de ça. C'est un livre russe, j'aime beaucoup la littérature russe. Et c'est un livre de Solzhenitsyn qui s'appelle Une journée d'Ivan Denisovitch, qui est un livre qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui n'est pas un livre spécialement drôle, mais qui raconte la journée de ce prisonnier dans les camps soviétiques. Et il y avait quelque chose sur la manière de faire face à l'âpreté de la vie quotidienne qui m'avait fait ressentir quelque chose de la vie élémentaire, et ça a été très important pour moi. Et alors payer votre dette aux livres, c'est-à-dire permettre qu'ils vivent? En fait, c'est rencontrer des jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs. C'est de là que vient, je crois, ma passion pour faire en sorte que les gens dont je pense qu'ils sont porteurs de beaux livres les écrivent. Je ne peux pas m'empêcher, quand je suis face à quelqu'un qui a du mal à écrire son livre, je ne peux pas m'empêcher de l'aider. Et c'est très... Et vous l'aidez comment? Ça, c'est comme les thérapies. En lui donnant confiance, en lui disant qu'il est unique? Non, c'est vraiment sur le travail, hein, c'est sur le travail. Parce qu'en fait, quand je suis sûre que quelqu'un est porteur d'un livre,
j'ai raison en général. Donc c'est un peu comme un sourcier, c'est plutôt... un sourcier, c'est quelqu'un qui aide l'eau à sortir de terre, et moi j'aide les livres à exister. Mais je m'intéresse plus aux livres qu'aux gens. Bien sûr. Pas, en l'occurrence, je ne peux pas être non plus la meilleure amie. C'est-à-dire votre objectif, c'est évidemment de faire sortir le livre. Oui. Donc c'est un objectif que je partage avec l'écrivain qui... Donc c'est assez mystérieux, vous n'avez pas de recette faite. Non, et c'est toujours différent. Oui. C'est toujours différent. Vous avez été enseignante en Seine-Saint-Denis? Oui, j'étais très mauvaise enseignante. J'étais très jeune aussi. C'est vous qui le dites? Oui. Non, vous aviez peur de vos élèves, je crois. J'étais très désarmée parce que moi j'étais très naïve, convaincue qu'ils allaient aimer. Je sais mal m'adresser à un groupe, je suis très timide, comme on peut le voir sur cet enregistrement. L'autorité n'est pas mon chemin naturel pour me manifester. Et donc si je voyais que ça les ennuyait, ce que j'avais à leur dire, j'avais juste envie de ramasser mes affaires et de m'en aller. Et en plus, j'avais du mal à estimer leur capacité réelle. Donc soit je leur faisais faire des dictées, soit je leur faisais expliquer des poèmes trop difficiles. Mais entre les deux, en plus j'avais pas très bien compris qu'il y avait un programme. Mais est-ce que vous pensiez que vous manquiez d'outils littéraires aussi pour les intéresser? Non, c'est-à-dire que j'étais là pour les faire lire, donc je leur donnais des livres à lire, et en général ça ne leur plaisait pas, ou alors j'avais les parents sur le dos tout de suite. Et donc je me souviens très bien, la première année, j'ai commencé en disant on va lire L'Espoir d'André Malraux. Mais à la 3e page, mes élèves de 3e ne comprenaient rien. Ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre d'Espagne, ils ne connaissaient pas l'histoire des années 30, ils ne savaient pas qui était Staline, ni Hitler, ni personne. Donc il fallait expliquer chaque mot, il fallait faire une leçon d'histoire, et donc c'était... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les livres que vous publiez seraient plus adaptés ils le sont, d'ailleurs, ils sont entrés, entre-temps, tous ces livres sont entrés au collège, entre-temps. Pendant ces 20 ans-là, les choses ont énormément changé. Moi, j'avais très peu de livres à ma disposition. J'avais, Christiane Rochefort, Les petits enfants du siècle. En littérature contemporaine, j'avais plus ou moins découvert qu'il y avait des livres de Mon Bel Oranger, je crois, mais il n'y avait rien. Alors justement, à l'origine du développement de votre talent d'éditrice, il y avait, vous avez fait une enquête qui faisait une sorte d'état des lieux. Vous étiez à la revue des livres. La Joie par les livres. La Joie par les livres. Et c'était en quelle année et qu'est-ce que vous avez constaté sur l'état du roman? C'était en 1985, je crois. Donc il y a juste 20 ans. Et donc je suis allée voir tous les éditeurs de la place de Paris. Et j'ai été leur demander pourquoi les romans qu'ils publiaient étaient tellement ennuyeux et tellement aseptisé, tellement soporifique. Parce que ma charge à la Joie par les livres, c'était que je devais lire tout. Pas comme le font encore les gens aujourd'hui. Donc je devais ensuite les présenter aux bibliothécaires de la ville de Paris. Et donc tous les mois, je devais fabriquer la revue et je devais lire tout ce qui paraissait pour en rendre compte. Et donc je m'endormais sur ma table. J'avais des piles comme ça et... je sombrais, je me disais, je comprends pourquoi les adolescents n'aiment pas lire, c'est trop chiant. C'était une littérature, c'était quel genre? C'était ennuyeux, mais pourquoi? Gnangnan. Académique dans l'écriture, pas contemporain, pas de langage d'aujourd'hui, pas du tout vivant, et beaucoup de romans historiques. J'ai lu, je ne sais pas, des dizaines de romans qui se passaient sur le Nil, ou à l'époque romaine. Des cours d'histoire et géographie. Des cours d'histoire déguisés en roman avec des personnages qui n'existaient pas du tout. Bref, c'était... Vous faites pas envie là. Hein. Non. Je ne suis pas du tout contre les romans historiques, d'ailleurs nous en publions, mais pas des pilules, quoi. Pas des prétextes à court. Il y a la 6e au programme, alors donc il faudrait qu'il y ait Toutankhamon et puis machin et voilà. Alors c'est alors que Pierre Marchand vous dit, puisque vous êtes qu'est-ce qu'il vous dit? Puisque vous êtes si maline, eh bien faites-les ces fameux romans pour adolescents. Alors Pierre Marchand qui dirigeait Gallimard Jeunesse et qui a disparu aujourd'hui, c'est fort dommage. Pierre Marchand m'a dit écoute, puisque tu veux tellement faire une collection de romans, vas-y. Et donc j'ai écrit cette collection Page Blanche toute seule.
Donc il n'y avait que moi, je faisais tout, je ne savais rien faire, mais ça ne me posait aucun problème. Pourquoi? Vous étiez sûre de vous? Non, pas du tout, je n'avais aucune idée des problèmes, mais j'ai toujours un peu agi comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je ne crois pas tellement aux problèmes, quoi. Je me disais, ben voilà, ben, tu veux faire des romans, fais-les. Donc j'ai été chercher des gens. Où? Ben, je lisais, j'étais aussi critique littéraire au Monde des Livres à l'époque, et donc quand je lisais un livre de quelqu'un dont il me semblait qu'il avait ce qu'il fallait, ben, je l'appelais, je disais voilà. Donc, et puis j'avais le droit de publier des romans étrangers. Donc j'ai été chercher des auteurs étrangers. Donc la première année, il y avait 50-50, romans étrangers, romans français. Donc les 3 premiers, il y avait un livre d'Aranka Sigal, très beau, qui racontait l'histoire d'une femme et de ses 2 filles qui étaient dans un hangar en attendant d'être déportées. Et il y avait une phrase que j'ai jamais oubliée, et elle disait, la femme disait, j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais pourquoi? Parce que le théâtre permet de répéter avant de vivre. On joue, on répète avant de jouer. Alors que dans la vie, il n'y a pas de répétition, il faut jouer direct. Et souvent, on fait des bêtises ou on joue faux. Et j'aimais beaucoup cette scène, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai toujours pensé que dans les livres, il y avait aussi de ça, que lire, c'était aussi une manière de devenir, mais plus civilisé. En fait, c'est pas si vrai. D'être en répétition? Oui, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui ont énormément lu et qui sont très lettrés, qui se comportent comme des sagouins. Donc, c'est ce que disait. Les livres n'apprennent pas à vivre, mais c'est ce que vous espériez. Voilà, exactement. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai. Et donc, on a toujours dit, par exemple, les nazis étaient parfois très cultivés, donc ça prouve bien que la culture ne sauve pas de la barbarie. Il n'empêche que la culture peut quand même protéger de la barbarie, parce que tant que, enfin, je le crois malgré les contre-exemples. Je crois que le partage de la culture, en tout cas avec des jeunes gens, permet de barrer la route à la barbarie. Ne serait-ce qu'en ouvrant à d'autres univers, voilà, avec d'autres manières d'être, oui, de penser. Oui. En ouvrant, en apprenant la tolérance et l'intolérance. Et en apprenant la tolérance, c'est-à-dire il y en a d'autres, enfin en apprenant l'autre d'une manière générale. Et la liberté de penser, en fait. L'esprit critique, la liberté de penser, et le fait que les livres vous apprennent aussi que c'est pas vrai qu'on peut jamais rien faire. Quand on lit, beaucoup de livres parlent de cela finalement. Or, on est dans une époque où les gens vous disent tout le temps, mais non, on peut rien faire, on peut jamais rien faire contre rien, c'est comme ça, les choses sont comme ça. Et je trouve qu'on souvent on apprend dans les livres que oui, ça sert de s'opposer, que ça sert moralement de s'opposer aux choses qui vous paraissent insupportables. Et ça, c'est important. Alors, vous arrivez donc à l'École des loisirs en quelle année? En 89, avec Florence Sévos, Agnès de Sarthe, Christophe Denner, principalement. Et Brigitte Smadja. Et Grégoire Sotoreff. Et Mario de Muraille. Et Grégoire Sotoreff, mais qui publiait déjà des albums ici. Hein. Et Nadja, avec qui j'ai publié des albums chez Gallimard, mais qui était arrivé aussi. Et donc, quand même... Et Claude Ponty, mais qui ne publiait pas encore, mais dont j'ai publié des albums chez Gallimard avant. Donc de jeunes auteurs qui quand même renouvellent déjà le genre, qui apportent déjà quelque chose de nouveau. Oui, mais en fait, moi je me pose pas tellement ce problème en ces termes. Moi je disais toujours, on est comme la NRF dans les années 20, on est des amis, on fait des trucs ensemble qui nous amusent. Et voilà. Et puis, comme on fait ce qu'on veut et ce qu'on aime, et avec cœur, et avec sincérité, et avec talent, j'espère, ça finira bien par se savoir. Mais tout de même, la presse, elle, a salué un ton nouveau. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On a mis du temps à vous reconnaître? Ah oui, énormément. Énormément. Il faut, je dirais, en 93, je dirais... On a commencé à voir des effets dans le milieu des années 90, vraiment. C'est là, à ce moment-là qu'on a parlé d'école buissonnière? Je pense, oui. Oui. Je pense, 94. Et c'était pour... était-ce pour... Et c'est parce que ces auteurs-là avaient publié des livres pour adultes. Oui. C'était pas du tout... leur travail dans le domaine des romans pour adolescents continue à être très peu reconnu. Prenez des écrivains comme Christophe Denner, Marie Desplechin, Agnès de Sarthe, Florence Sévos, c'est des bons exemples, hein, ces 4-là, chacun à leur manière, et on pourrait en citer énormément d'autres.
c'est des auteurs qui ont eu énormément de succès en littérature générale, chacun à leur façon, mais dont les livres en littérature jeunesse ou en littérature pour adolescents continuent à ne pas être lus par les mêmes critiques qui encensent leurs livres en littérature générale. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'il n'y a pas de médias pour la littérature pour les adolescents. Ah, ça c'est vrai. Oui, c'est tout simple, c'est tout. Donc il n'y a pas de critique, il n'y a pas de journaux. Enfin, les journaux font 4 lignes 2 fois par an au moment de Montreuil. Exactement, oui. Et des vacances. Il y a une page, à une époque, effectivement, il y a eu une page dans Libération, enfin, il y a pendant quelques années, et dans Le Monde, Florence Noisville avait effectivement initié cela, mais ça s'est à peu près perdu. Il y en a très rarement. Et des vrais articles, comme on en trouve dans la presse américaine ou allemande ou nordique, même espagnole maintenant, des pages d'articles sérieusement écrits par des gens qui s'y connaissent. Il faut lire Lucie Cove en Belgique pour trouver des articles français sérieux. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a eu qu'il y a eu au moins 2 temps dans la littérature, dans les romans, dans la littérature de jeunesse. Le premier, c'est une littérature édifiante, écrite par des adultes qui ont des visées pédagogiques. Oui, catholiques ou communistes, disons. Voilà, et puis une deuxième où l'auteur se met dans la peau d'un enfant qui essaie de rendre compte d'un état d'esprit, à quel moment s'est produit ce basculement? Oui. Oh c'est vraiment les années 80, hein, c'est 80-90. Ce sont les années 80, un mouvement auquel vous avez largement contribué. Ouais. Comment dire, en changeant peut-être le niveau, enfin la place. Le regard. Hein. Je crois que c'est Olivier Adam qui a une bonne phrase pour ça. Il dit: j'écris à niveau au ras de mon âge d'adolescence, quoi. C'est ça, c'est d'être de plein pied, d'enfance. C'est pas volontaire, vous savez, il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui le savent pas. C'est pas volontaire, mais si on repart sur cette idée de début que, comment dire, mettre des mots sur ce que l'on ressent est un apport considérable pour le bien-être, ça a quand même été un tournant fondamental. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis, tout à fait. Tant de choses restent à dire, à exprimer de cet âge de l'enfant. On a l'impression que c'est quand même un genre assez récent. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est une activité pionnière et que de ce point de vue-là, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup à faire, quoi. Oui. C'est un petit peu comme l'écriture des femmes. Si vous voulez, je pense que ça fait pas longtemps qu'il y a des femmes écrivains et donc quand on est une femme et qu'on écrit, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et de même, quand on écrit pour les enfants ou les adolescents, on sait que c'est utile, quelque chose à faire, quoi. Oui, quand Arnaud Catherine parle de l'envie de mariage d'un enfant de 11 ans, c'est assez extraordinaire. Oui, et il fait ça naturellement et sans se poser de questions. Alors, il y a l'humour dont on n'a pas parlé, effectivement, dans cet esprit-là. Je pense que ce qu'ont en commun pratiquement tous ces écrivains, c'est de ne pas se prendre au sérieux, d'avoir beaucoup d'humour, même quand ils sont géniaux. Et donc, l'humour est certainement le territoire de partage entre les adultes et les jeunes aujourd'hui. C'est vraiment l'endroit où on peut se retrouver, quoi. Oui. La ligne frontière. Est-ce que ce serait... Ça permet à chacun de tenir un discours sur l'autre qui est recevable. L'humour, ça permet quand même de dire des vacheries en se marrant. Donc est-ce que ce serait la spécificité de l'école des loisirs? L'humour? Oui. Ah, j'aime bien l'idée. Vous aimez l'idée? Donc une littérature miroir, on a vu. Pas de livres. Mais pas seulement. Pas seulement. Pas de livres à thème, mais des livres vraiment d'auteurs. Donc tout est, voilà, c'est ça, tout est toujours retournable parce que on parle d'amour, de mort et de politique. Oui. Mais il n'y a pas de livre à sujet. Oui. C'est des livres miroirs, mais pas du tout. Pas seulement. Mais pas seulement. C'est-à-dire que la notion même de livre miroir il y a toute une littérature dite miroir qui est surtout une littérature complaisante. Donc dans le miroir, on peut lire ou la complaisance ou la justesse. Voilà, il y a 2 sortes de miroirs. Des miroirs arrangeants et des miroirs qui permettent de mieux se connaître. Oui. Et c'est ça, mieux se connaître, c'est... Je crois, oui. Oui, c'est vraiment connais-toi toi-même. La littérature, ça sert à ça. Hein. Ça sert à s'interroger sur soi,
à se demander si les évidences qu'on croit évidentes sont tellement évidentes, si l'idée qu'on se fait de soi-même est tellement juste, si peut-être on ne peut pas remettre en question un certain nombre de préjugés. Mais en lisant, en publiant des livres pour adolescents, vous apprenez des choses sur vous-même? Ah oui, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête jamais, ça. Alors maintenant, vous publiez, je crois, à peu près 90% de créations françaises. Oui, je ne sais pas. Je crois Oui. que c'est devenu vraiment la part la plus Bah, importante. en fait, c'est qu'en fait, moi, j'ai des tas de livres étrangers traduits que j'aimerais beaucoup publier, mais forcément, il y a comme une priorité À la création française. Oui, c'est pas du tout une question d'exception française, c'est une question que je travaille avec des écrivains vivants et que donc je vais pas les faire passer après une traduction. Donc je limite mon achat de traduction aux possibilités, aux places que j'ai dans mon programme. D'accord. Et je crois qu'une des spécificités de l'École des loisirs aussi, c'est que tous ces livres sont traduits par des auteurs. Non, enfin beaucoup. Je pense aussi, comme le faisait la NRF dans les années 30, toujours, qui est un peu mon modèle, que quand Queneau ou beaucoup d'autres, ou Albert Camus aussi d'ailleurs, ou, enfin je ne les ai plus en tête, mais presque tous, André Gide, ou Valérie Larbaud, traduisaient, c'était un acte aussi de passage et de générosité envers le texte étranger, que moi j'aime beaucoup. Et puis, c'est aussi le fait que les écrivains ont besoin de vivre, et que la traduction, c'est aussi un moyen de travailler, tout en restant à l'intérieur des choses qu'on aime, les mots par exemple, le langage. Et quand c'est un écrivain qui traduit, c'est vrai qu'il apporte sa réflexion sur le tempo de la phrase, mais tous les écrivains ne sont pas des bons traducteurs. Moi, par exemple, je ne suis pas une très bonne traductrice, parce que j'ai tendance, quand je traduis, j'ai souvent traduit des livres, quelque chose que je sais faire, mais j'ai tendance à trop mettre ma patte, j'interprète trop. Oui. Vous avez tout réussi, on dirait. Bah écoutez, je touche du bois, c'est très dangereux. Non, j'ai pas encore eu le prix Nobel, c'est ça que Oui, justement, vous avez encore... Est-ce que vous avez encore d'autres rêves? Trouver tant de talents, éditer des livres formidables, contribuer à renouveler un genre, à même quasiment le créer, lui donner Moi, je une suis pas lettre contente de de moi l'OS. du tout, alors c'est gentil de vous... Non, pas du tout. Vous n'êtes pas contente de vous? Non. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, décrocher des Nobel, effectivement, pour les... Non, je pense que les auteurs que je publie n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent pour les livres qu'ils publient ici. Je pense que c'est des livres qui méritent beaucoup mieux pour beaucoup d'entre eux. L'animation n'est pas du tout aboutie parce que aujourd'hui, il y a eu un moment où effectivement, il y a eu un vrai progrès dans la reconnaissance littéraire de la littérature pour les adolescents. Et puis est arrivé le phénomène dit Heroic Fantasy, Harry Potter, comment il s'appelle, le crayon d'argent, etc. Et donc là, on a dit oui, c'est surtout la littérature à succès. Et des palettes, des dizaines de milliers d'exemplaires se sont vendus. Et donc là, on a dit mais la littérature pour la jeunesse, c'est une littérature très très grand public, qui se vend énormément. Or, c'est pas forcément vrai. C'est exactement pareil qu'en littérature générale. La littérature pour adolescents est exactement pareille que la littérature générale. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs très faciles, moins faciles, faciles pour les uns, mais difficiles pour les autres. Il y a des minces livres, pas si faciles que ça, des gros livres assez faciles. Tout existe, mais il faut les connaître. Oui, et est-ce qu'à l'École des loisirs, vous essayez aussi d'être comme une sorte de laboratoire expérimental? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez des risques commerciaux en publiant, Oui. en essayant d'autres formes, Et ça, c'est thèmes, vraiment... pas des thèmes, puisque je ne me préoccupe pas tellement des thèmes. d'autres formes? Mais par exemple, je vais prendre un exemple. Oui. Et ça, c'est vraiment la grande liberté de l'École des loisirs. Hein. On vous laisse toute latitude. On me laisse toute latitude pour publier des livres dont il n'est pas du tout évident que l'auteur vendra beaucoup d'exemplaires, ni du premier, ni du deuxième, ni même du quatrième. Et du 10e? Ni du 10e, mais peut-être après. Et c'est déjà arrivé. Alors je vais prendre un exemple qui me tient énormément à cœur. Il y a un écrivain admirable qui s'appelle Manuela Dreger. C'est une femme qui écrit des récits
un genre de science-fiction poétique très très prenante, très, très sensuelle. Une fois qu'on est à l'intérieur, on est complètement captivé. Manuela Dreger, qui la lit? Qui la lit? Très peu de prescripteurs ont lu ces livres, et qui sont d'une beauté inouïe. Alors quand des lecteurs la lisent, ils nous écrivent même en disant « mais c'est incroyable, qui est cet auteur, c'est splendide ». Donc le principal problème aujourd'hui du roman, de la littérature de jeunesse, c'est la méconnaissance. Bien sûr, oui. C'est l'absence de médiatisation et de légitimation. C'est-à-dire que ça reste un handicap pour un écrivain d'assumer qu'il publie des livres pour adolescents et qu'il y tient. Il y a une idée qui est fausse et qu'on ne déboulonne pas si facilement, qui est la suivante. C'est que les gens commenceraient, comme à l'école, par écrire des livres pour enfants, et quand ils deviennent bons, ils se mettraient à écrire des livres pour adultes. Cette idée que la littérature pour la jeunesse, c'est à l'école. Donc comme c'est à l'école, ben, c'est quand on commence, et puis après, quand on devient grand, on arrête avec les bêtises, et on se met à faire des choses de grandes personnes. D'accord, c'est pas sérieux, c'est ni sérieux voilà. ni puissant sur le plan littéraire. Exactement. Ce qui est une erreur, les pays anglo-saxons le montrent sans cesse. Il y a quantité de grands écrivains aux États-Unis ou en Angleterre, de Paula Fox, enfin, il y en a des quantités, Lewis Carroll qui... Vous pensez que écrire pour les enfants nécessite encore plus de maîtrise littéraire encore plus... Non, pas encore plus, mais autant. Autant.